Les drones à longue portée de l'Ukraine viennent de déchirer la Crimée. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En mars 2025, l'Ukraine a lancé l'une de ses attaques les plus audacieuses de la guerre. Un blitz de drones à grande échelle en territoire occupé par les Russes. Personne n'était prêt pour ça. Pas une cible, pas deux. Près de 2 douzaines d'actifs russes, critiques détruits. Des sites radars, des sites surface-air, missiles des bateaux. Même un hélicoptère russe, Mi-8. Chaos de précision, dévastation absolue. Ce n'était pas seulement une frappe, c'était un message. Nulle part en Crimée n'est sûr, plus maintenant. Qu'est-ce qui a rendu cette attaque si efficace? Comment l'Ukraine l'a-t-elle déclenchée et quelles sont les implications pour la guerre à l'avenir? Décortiquons ce qui s'est réellement passé lorsque les drones à longue portée de l'Ukraine ont été déchaînés sur la Crimée. Commençons par une arme qui aurait pu tout changer. Sans surprise, elle impliquait des drones. C'est bien là dans le titre. Mais croyez-nous, ce n'était pas simplement une attaque de drones ordinaire, c'était un véritable festival de drones. Bien que aucune des armes n'ait encore été officiellement confirmée, les experts ont tiré des conclusions à partir des images disponibles, et ils sont assez confiants sur un point. Les drones, véhicules aériens, UAV, et de surface, USVS, sans pilote, étaient essentiels pour atteindre ces cibles, les USV étant probablement utilisés pour lancer les UAV. Maintenant, c'est une guerre de niveau supérieur en ce qui concerne les drones de frappe. Ces drones étant équipés de caméras pour cibler avec précision les systèmes militaires russes mobiles, les laissant aveugles et vulnérables. Les caméras optiques ont donné à ces drones un niveau de précision presque irréel, pas besoin de deviner où se trouve la cible. Et comme vous l'entendrez bientôt, leur attaque était parfaitement exécutée. Cependant, leur précision et leur portée ont soulevé des questions sur les drones qui ont été utilisés. Vous voyez dans la vidéo, publiée par la principale direction du renseignement de l'Ukraine, Glavnoe Upravlenie Razvedki. Les drones ont exhibé un comportement de vol atypique par rapport aux drones first-person view couramment utilisés dans le pays. Ces drones ressemblaient plutôt à de petits tas de drones kamikazes perdus à voilure fixe, et pas des drones kamikazes ordinaires. Les drones OSA à voilure fixe, lancés depuis la plateforme 4-1-DX1. Ces drones apportent des capacités sérieusement impressionnantes à la table, parfaites pour une opération comme celle-ci. Analysons ce qui fait de leur force un élément incontournable. 50 OSA est un véhicule aérien sans pilote à voilure fixe compacte, semblable à un planeur, conçu pour une portée étendue et un vol rapide. Contrairement aux quadricoptères plus petits, il peut être lancé depuis des plateformes mobiles, comme des navires sans équipage, et parcourir de longues distances avec précision. Bien que les spécifications complètes n'aient pas été confirmées publiquement, on pense que les drones OSA de 4 ans transportent des explosifs et ciblent des systèmes à haute valeur comme les défenses aériennes, les radars et les équipements de communication. La conception est également un avantage majeur, étant fixe, indépendante de l'aile et de la piste. Le drone est parfait pour des environnements contestés comme la mer Noire, pouvant opérer loin des infrastructures traditionnelles et rester en vol plus longtemps que la plupart des systèmes multirotors. Et le profil de vol est rapide, bas et agile, conçu pour frapper rapidement et dépasser les défenses. Ces drones ont probablement été lancés depuis des Unmanned Surface Vehicles près de la côte de Crimée, ce qui est particulièrement préoccupant. En parlant de ces Unmanned Surface Vehicles, le type exact reste un peu un mystère. Vous voyez, initialement la majorité des experts s'accordaient à dire que les drones kamikazes provenaient de bateaux drones similaires aux Magura VF5 couramment utilisés. Ce drone a fait des vagues dans les capacités croissantes de bateaux drones de l'Ukraine, au sens propre et figuré. Ce Unmanned Surface Vehicles de 5,49 mètres, avec son profil bas à seulement 1,8 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, est conçu pour être difficile à repérer, en faisant un opérateur furtif sur les mers. Malgré sa taille compacte, il a une capacité de charge de 705 livres, lui donnant la capacité de transporter une puissance de feu significative ou de l'équipement pour la reconnaissance. Le Magura 5.5 peut atteindre une vitesse de croisière de 22 nœuds et une vitesse de pointe de 42 nœuds. Environ 48,5 miles par heure, assez rapide pour échapper à la détection et lancer des attaques surprises avec une portée opérationnelle allant 248,5 miles et la capacité de rester opérationnel jusqu'à 60 heures. Ce bateau drone est conçu pour des missions longues portées en territoire ennemi profond, y compris la Crimée occupée par les Russes, sans besoin de retourner à la base pour ravitaillement ou réapprovisionnement. Et ces bateaux drones ont sans aucun doute été utilisés en Crimée. Comment le savons-nous? Eh bien, les Russes ont réussi à capturer l'un de ces bateaux sans pilote de 273 000 $ en novembre 2023, et lorsqu'il a été saisi intact après avoir tenté de frapper des navires russes au large de la Crimée occidentale. Des blogueurs militaires russes ont confirmé la capture d'un drone, suscitant des rumeurs sur la possibilité pour la Russie d'en faire de l'ingénierie inverse.
Le canal Telegram des deux majors a laissé entendre qu'une surprise attendait l'Ukraine, suggérant que la Russie pourrait renverser la situation avec les bateaux capturés. Cet incident, et d'autres similaires, où les bateaux drones Magura V5 ont été reconnus en Crimée, ont alimenté les spéculations sur leur utilisation dans cette attaque. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. La simple possibilité que l'Ukraine utilise des drones OSA pour l'attaque a conduit à une autre théorie. La véritable plateforme de lancement était Katran-X1, un drone naval ukrainien plus avancé. Ce drone est tellement nouveau qu'il n'y a pas encore de rapport officiel sur son utilisation, laissant planer un mystère autour de ses véritables capacités. Cependant, d'après les capacités annoncées, le Katran-X1 est clairement un drone naval hors du commun. Avec une portée incroyable de 745 miles, il est capable d'atteindre profondément le territoire ennemi, bien au-delà de la Crimée. Ajoutez à cela une vitesse de croisière de 37 miles par heure et une vitesse maximale de 65 mph. Vous avez une plateforme qui peut couvrir de vastes distances rapidement. Alimenté par un seul moteur et doté d'une longue portée, il est idéal pour les missions discrètes de longue durée. Mais pourquoi le Katran-NX1 est-il lié au drone OSA ? Parce que ce drone naval est capable de transporter et de lancer des drones First Person View de 10 pouces et des drones à voilure fixe OSA. Les drones First Person View sont rangés à l'arrière du Katran-NX1, pouvant en contenir 4 au total, permettant ainsi des attaques successives rapides. C'est probablement ce qui s'est passé lors de ces frappes fatidiques de Mars, frappe après frappe, déchaînant l'enfer sur les actifs russes en Crimée. Mais il y a une autre possibilité, moins probable. Certains des drones First Person View auraient pu être lancés plus près de leur cible par des partisans locaux, qui s'opposent à l'occupation de la Crimée par la Russie. Cependant, les lancer depuis des USV semble être la méthode la plus probable, surtout au vu de l'ampleur et de la complexité de l'attaque. Si c'était le cas, ce serait le plus grand exemple de l'Ukraine utilisant des drones First Person View et des USV pour attaquer les défenses russes. Cependant, l'arme exacte utilisée reste incertaine, bien que nous le saurons probablement à l'avenir. Cependant, dans le grand schéma des choses, ce n'est pas vraiment ce qui compte en ce moment. Ce qui compte, c'est que ces armes atteignent et frappent durement leur cible, l'ampleur de l'attaque. Ce n'étaient pas seulement quelques cibles, mais plusieurs sites clés touchés en quelques minutes, un véritable déferlement. D'après le Glavnoe Upravleni Razvedki, ces systèmes de radar et de défense aérienne ont été touchés pendant la vaste attaque de drones ukrainiennes en Crimée. Radar Podlet, Radar Nebo-M, Niobium SV, Radar, Castor 2E2, 9S, Radar Dix-9, Ginger, Radar Sky, SV, Système de radar Mise, 59HCE, Radar Protivnik, General Electric, Radar ST, 68, Radar S300 VM Surface Air Missile Lanceur, S300 SV Surface Air Missile et Système Surface Air Missile Pantsir S1. De plus, l'Ukraine a touché 2 cibles navales, le navire de transport projet S420-6 et le remorqueur universel Fyodor Uryupin, ainsi qu'un hélicoptère Mi-8. Cette liste se distingue par son exhaustivité. Quasiment tous les éléments de l'infrastructure de défense aérienne russe, des radars aux missiles solaires surface-air missiles, ont été touchés. Mais maintenant, analysons plus en détail les cibles spécifiques qui étaient sur la liste et les raisons pour lesquelles elles ont été choisies pour être détruites. Premièrement, les systèmes radars. Pourquoi ont-ils été si lourdement ciblés ? Eh bien, voici la chose. Les radars sont les yeux des systèmes de défense aérienne. Sans eux, les systèmes surface-air missiles sont aveuglés et ne fonctionnent pas correctement. Ainsi, pour neutraliser les défenses aériennes russes, les forces ukrainiennes ont ciblé directement leurs radars. La destruction des stations radars démantèle l'infrastructure de défense aérienne de la Russie, l'empêchant de se défendre contre les attaques aériennes. C'est pourquoi vous remarquerez tant de systèmes radars sur cette liste, mais moins de systèmes de missiles anti-aériens. Mais la Russie ne peut-elle pas simplement remplacer ces systèmes et reprendre les opérations ? Eh bien, pas tout à fait. La production de radars en Russie est un processus lent et complexe, réclamant davantage de ressources et de temps que d'autres systèmes de défense aérienne. Même avant les sanctions, la production de radars était nettement plus lente que celle des missiles ou d'autres éléments des systèmes de défense aérienne. Avec les sanctions actuelles, la situation est encore pire. Quand une station radar est détruite, le commandement russe ne peut pas la remplacer rapidement. Il doit démonter un système fonctionnel d'une autre division pour le transférer, ce qui nuit à la préparation au combat. C'est pourquoi la destruction de tant de radars a un impact beaucoup plus grand que la perte de systèmes surface-air missiles individuels. De plus, certains des systèmes radars touchés remplaçaient déjà des machines plus avancées. Par exemple, des radars comme le NEBOM et le CASTOR 2E2 ont été importés en Crimée pour compenser une pénurie de systèmes comme le radar de surveillance circulaire 91N6E. Cela signifie que la Russie
aura du mal à remplacer ces remplacements, laissant la défense aérienne de la Crimée aussi aveugle qu'elle est fragile. Bien que le ciblage des stations radars ait porté un coup énorme aux défenses aériennes de la Russie en Crimée, l'Ukraine a encore dû s'attaquer aux systèmes surface-air missiles eux-mêmes. En détruisant les systèmes de défense aérienne russes, dont les surface-air missiles, l'Ukraine diminue la capacité de la Russie à protéger son espace aérien, ses bases militaires et autres infrastructures essentielles. Chaque système surface-air missile détruit enlève non seulement un atout majeur à la Russie, mais sape également sa stratégie de défense aérienne plus large. Il n'est donc pas surprenant que cette attaque de drones côtés à grande échelle ne soit pas la seule à cibler les surface-air missiles russes. En fait, ce n'était même pas la première fois que l'Ukraine utilisait des drones pour cibler les systèmes de défense aérienne. En janvier 2025, l'Ukraine a utilisé des Unmanned Surface Vehicles pour lancer des drones First-Person View sur le système russe Pantsir S-1, situé dans le Kherson du Sud, occupé par les Russes. C'est exactement ce qui s'est produit en Crimée, indiquant que cette combinaison est effectivement gagnante. Comment pourrait-il en être autrement? L'Ukraine a porté la guerre à un autre niveau, grâce à l'utilisation innovante de drones First Person View et de bateaux drones. Imaginez simplement des bateaux drones rapides traversant l'eau, transportant des drones First Person View, comme des mini-missiles prêts à frapper de loin. Ces drones sont petits, rapides et incroyablement difficiles à arrêter. Contrairement aux missiles traditionnels ou à l'artillerie, ils peuvent déjouer les défenses aériennes et atteindre des cibles auparavant hors de portée. Voilà le plus important. Ces drones coûtent une fraction du prix des frappes traditionnelles. Un seul Pantsir S coûte l'astronomique somme de 15 millions de dollars. L'Ukraine envoie des drones bon marché et agiles qui peuvent le détruire sans se ruiner. Mais le véritable génie réside dans la flexibilité. Comme mentionné, les bateaux de drones de l'Ukraine peuvent lancer plusieurs drones First Person View, non seulement une fois, mais encore et encore, sans tout perdre dans le processus. Les bateaux de drones peuvent de même rentrer à la base, ou récupérer les drones First Person View lancés s'ils sont intacts. C'est l'efficacité des coups combinée à l'impact stratégique. En d'autres termes, l'Ukraine est plus rusée que son adversaire en mer Noire et dépense beaucoup moins d'argent pour y parvenir. Les systèmes de défense aérienne russes, jadis jugés invulnérables, sont désormais détruits par un flot continu d'attaques rapides et furtives de machines peu coûteuses. Cibler les systèmes de défense aérienne est logique. Mais pourquoi l'Ukraine a-t-elle également visé des navires et un hélicoptère lors de l'attaque de mars? Était-il pris entre deux feux? Non. Rien de ce que fait l'Ukraine n'est par accident. L'attaque contre le remorqueur Fyodor Uryupin et le navire Project S-4-2 36 était la poursuite délibérée de la campagne ukrainienne contre la flotte russe de la mer Noire. Le Fyodor Uryupin est particulièrement symbolique. C'était à l'origine un navire ukrainien, exploité par la compagnie pétrolière et gazière d'État Chornomora Naftogaz, avant que la Russie ne le saisisse après l'annexion de la Crimée en 2014. Cependant, endommager ou détruire ces navires ne se limite pas à infliger des pertes. Il s'agit d'envoyer un message ou deux. Il s'agit de réaffirmer la dominance dans la mer Noire et de compliquer davantage les opérations navales russes. L'hélicoptère Mi-8 n'était pas non plus une cible choisie au hasard. Les Mi-8 russes ont souvent été déployés pour chasser les bateaux drones ukrainiens, mais l'Ukraine a retourné la situation, et ce n'était pas la première fois. Avant que le Mi-8 de Crimée ne trouve sa fin aux mains des drones, d'autres étaient déjà tombés victimes des tactiques non conventionnelles de l'Ukraine. En décembre 2024, des bateaux drones ukrainiens, armés de missiles RR-73 réutilisés, ont réussi à abattre 2 Mi-8 et à en endommager un troisième. Ces hélicoptères, autrefois les chasseurs, étaient devenus les chassés, prouvant que la stratégie de guerre asymétrique de l'Ukraine évoluait à chaque frappe. Le message ultime est clair, aucun actif russe n'est en sécurité. Et cette prise de conscience a terrifié les Russes à mort. Comme l'a dit le Glavnoé Upravleni Razvedki, les envahisseurs de la Crimée temporairement occupée ont tremblé pendant plusieurs jours à cause d'un grondement sans précédent. Selon le Glavnoé Upravleni Razvedki, les coûteux systèmes de défense aérienne russes ont été inefficaces contre les frappes précises des forces de défense aérienne ukrainiennes. Mais que s'est-il exactement passé après que l'Ukraine a lâché ses drones sur la Crimée? Les images ne montrent pas les conséquences, mais les rapports non officiels émergents sont brutaux. L'attaque de drones de l'Ukraine n'a pas seulement endommagé les défenses russes, elle les a paralysées. La plupart des cibles touchées ont été détruites ou gravement endommagées. Les 13 stations radars soigneusement placées pour surveiller le ciel au-dessus de la Crimée auraient été totalement détruites. Au total, les drones ukrainiens ont coûté à la Russie plus d'un demi-milliard de dollars. C'est 0,34% du budget militaire de 145 milliards de la Russie détruit en quelques minutes.
Mais le véritable coût n'est pas seulement financier, c'est le fait que la Russie ne peut pas remplacer rapidement ces systèmes. Certains de ces équipements sont tellement spécialisés et difficiles à produire en temps de guerre et sous sanctions, que la seule option de Moscou sera de démanteler les défenses ailleurs, laissant d'autres régions vulnérables. Cependant, les implications financières de ces attaques sont bien plus larges. En résumé, chaque frappe augmente le coût de l'occupation pour la Russie. Bien que la reprise à grande échelle de la Crimée par l'Ukraine ne soit peut-être pas réalisable pour le moment, en faire un fardeau de plus en plus intenable pour la Russie est une stratégie puissante en soi. Chaque radar détruit, chaque système surface-air missile perdu et chaque navire coulé signifie plus de ressources, plus de main-d'œuvre et plus d'argent. Moscou doit payer pour défendre la Crimée. Le Kremlin devra se demander si la péninsule en vaut la peine. En attendant, l'Ukraine poursuivra ses frappes efficaces sur les actifs russes en Crimée. Ces frappes causent non seulement des dommages immédiats, mais préparent également le terrain pour quelque chose de plus grand. Vous voyez, en affaiblissant systématiquement les défenses aériennes de la Russie, l'Ukraine ouvre des brèches dans le parapluie protecteur de la Crimée. Chaque système détruit facilite la percée d'armes à longue portée, comme les missiles Storm Shadow et Scalp en peinage guidé. Au fur et à mesure que les brèches s'élargissent, la prochaine vague d'attaques arrivera, entraînant l'effondrement des défenses de la Crimée. L'Ukraine se prépare pour une offensive massive qui pourrait expulser la Russie de la péninsule de Crimée. Cependant, des rapports indiquent que les Russes, notamment de l'armée, fuient déjà la Crimée. Depuis l'annexion, en 2014, jusqu'à 800 000 Russes ont déménagé en Crimée. En même temps, environ 100 000 Ukrainiens ont quitté la péninsule. Mais maintenant, ce chiffre de 100 000 prend une nouvelle signification bien plus importante. Non pas comme le nombre d'Ukrainiens déplacés, mais comme le nombre de Russes qui fuiraient, selon les rapports. Bien que ce ne soit pas un exode total, c'est suffisant pour conclure que la Crimée n'est plus un refuge sûr pour les occupants. La peur se propage surtout parmi les militaires russes et leurs familles, provoquant un exode de la péninsule qui ne montre aucun signe de ralentissement. Ceux qui fuient la Crimée vendent leurs biens, abandonnent leurs maisons, et se replient vers la Russie aussi rapidement que possible. Après tout, ils ne savent jamais quand la prochaine frappe ukrainienne pourrait frapper. Alors les soldats en Crimée évacuent activement leurs familles et se préparent à quitter leur poste. Et ce n'est pas seulement en un endroit. De Krasnoperekopsk au nord à Simferopol au centre, les plans d'évacuation prennent forme. Ils sont tracés par air, terre et mer, sécurisant les voies d'évasion pour ceux qui ont les moyens de fuir. La panique gagne d'autres villes de Crimée. Les fonctionnaires sont informés des procédures d'évacuation d'urgence. Les marchés immobiliers s'effondrent, les promoteurs stoppent leurs projets, et les investisseurs se désengagent. La scène d'affaires, autrefois florissante, est maintenant au bord de l'effondrement. Plus tout cela dure, plus les envahisseurs réalisent que leur emprise sur la péninsule s'affaiblit. La Crimée pourrait bientôt devenir une ville fantôme pour les forces russes. Reste à savoir si les États-Unis vont entraver ce scénario. Selon de nouveaux rapports, l'administration Trump envisagerait de reconnaître la Crimée comme territoire russe, dans un potentiel accord diplomatique, pour mettre fin à la guerre de Moscou contre Kiev. Selon Semaphore, une organisation de presse spécialisée dans les affaires internationales, les responsables ont discuté de la possibilité de s'aligner sur la position de la Russie sur la Crimée, que Poutine revendique depuis longtemps comme faisant partie de la Russie. Encore plus préoccupant est la possible pression pour que les Nations Unies emboîtent le pas, ce qui pourrait changer radicalement la position de la communauté internationale sur la péninsule. La reconnaissance de la Crimée comme russe par les États-Unis compromettrait la souveraineté de l'Ukraine et pourrait provoquer un contre-coup. De l'Europe et de Kiev, où le président Volodymyr Zelensky a fermement résisté à toute concession territoriale, l'Ukraine a clairement indiqué que la guerre a commencé avec la Crimée et se terminera avec elle. La péninsule revêt une importance stratégique immense pour l'Ukraine, et ses succès récents là-bas. Paralyser les actifs militaires russes, chasser des dizaines de milliers de Russes, et forcer la flotte de la mer Noire à se retirer, ne peut pas être minimisé. Ils ont indéniablement modifié l'équilibre des pouvoirs régionaux. Mais avec les options diplomatiques de Trump potentiellement en jeu, l'Ukraine fait maintenant face à un avenir incertain. Ces victoires militaires seront-elles éclipsées par des compromis diplomatiques ? Ou la Crimée sera-t-elle vraiment le joyau de la couronne de l'indépendance durement gagnée de l'Ukraine ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.